projet, donc la production. D'abord, merci pour l'invitation. Bonjour à tous, enchanté. Donc, effectivement, j'ai préparé un petit exposé introductif sur certaines méthodes de prédiction séquentielle. Au départ, en fait, cet exposé, je l'avais préparé à la demande d'économistes qui voulaient faire de la prédiction de probabilité qu'on ait une crise très bientôt ou pas, et qui avait été lire un petit peu une partie de la littérature statistique et machine learning sur ces méthodes de prédiction séquentielle, et qui m'avait demandé un petit peu une explication pour des gens de leur labo. Et bon, Sébastien m'a dit qu'il pensait effectivement que ça pourrait être rigolo de partager ça avec vous. Donc je vais essayer d'expliquer rapidement le problème, mais avant je préviens, la difficulté de l'exposer, j'ai vraiment essayé de prévoir quelque chose à croissance exponentielle, ce qui veut dire que le début aussi, ça va vraiment, je vais vraiment utiliser des exemples extrêmement simples, et vous vous direz probablement c'est absolument inutile dans des situations réelles, et ça c'est vrai, mais ça va aider à comprendre la suite, où j'irai sur des méthodes un peu plus sophistiquées. Okay. Donc, on va essayer de voir le problème de prédiction un peu comme un jeu. Tous les slides sont en anglais, par contre, je suis désolé, j'ai pas voulu traduire, mais je pense que bon, tout le monde est content que ce soit comme ça. Alors, le problème, ça va être donc d'essayer de prédire une variable, y, donc je prends la notation y, comme on fait dans tous les cours de stats quand on fait de la régression ou des choses comme ça, mais je peux l'appeler comme je veux, hein, donc y indice t. C'est la variable c'est la valeur de la variable à la date t, et pour faire simple, on va supposer qu'elle est binaire, 0 ou 1. Donc, par exemple, pour les personnes avec qui j'avais un petit peu travaillé à ce moment-là sur le problème économique, c'était est-ce qu'on est en crise ou est-ce qu'on n'est pas en crise? Ou est-ce qu'on va avoir très bientôt une crise ou est-ce qu'on ne va pas avoir très bientôt une crise? Et donc, il y a un contexte qui est donné, donc ça va être, on peut voir ça comme des variables explicatives si on fait de la statistique, mais c'est simplement toute l'information qu'on a à ce moment-là. Et puis, essentiellement, moi je veux prédire la variable y qui va se réaliser, donc est-ce que effectivement dans le mois prochain je vais avoir une crise qui va commencer ou pas, par exemple. Et puis ensuite, la vérité se réalise et je vois si ma prédiction était vraie ou pas. Et en fait, il faut recommencer. Donc je recommence à la date d'après, j'ai un nouveau contexte qui va vraisemblablement inclure la connaissance de tout ce qui s'est passé avant, et puis j'essaie de prédire, etc., etc. Alors, il y a une différence en fait par rapport, même si ça a l'air absolument évident quand on le raconte comme ça, j'ai une vérité, je veux prédire la suite, je regarde la suite, je sais si je me suis trompé ou pas, etc., etc. Il y a une différence par rapport à la façon dont on présente les choses dans les cours de stats classiques, c'est que d'habitude on se place dans le cas où on a un échantillon, à partir de cet échantillon on apprend un modèle qui décrit un petit peu comment se produit le monde, et puis on raisonne toujours comme si on avait appris ce modèle une fois pour toutes. Alors que là l'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va devoir faire une prédiction, on va repenser un modèle et on va essayer de l'enrichir étape après étape en fonction de tout ce qu'on a vu avant. Donc l'objectif c'est celui-là. Donc il y a un autre point que je vais prendre, une autre caractéristique de cette présentation, un jeu un peu séquentiel qu'on va considérer, c'est que mon but, ça ne sera pas à la fin, et c'est la grosse différence avec la théorie statistique et économétrique que les gens utilisent pour faire des prédictions historiquement, c'est que ici, l'objectif, c'est pas, une fois que je suis ici, de dire ok, je prends mon échantillon 1, 2 et 3, je fabrique un modèle, et ce modèle va être vrai, il va vraiment être une jolie théorie économique du monde qui explique comment l'économie fonctionne, etc. Mon but, c'est pas du tout ça. Mon but, c'est d'être performant tout de suite pour que ma prédiction à la date suivante soit performante. Okay. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas bien de faire de la modélisation. Je vais rediscuter un petit peu de l'équilibre entre les deux, modélisation, prédiction, qui est un petit peu le cœur du débat entre machine learning et statistique plus historique, d'analyse historique. Mais voilà. Moi, simplement, mon but, c'est de répondre à cette question, comment prédire bien, et puis on verra après comment ça se compare au reste. Donc le but, ça va être, si à un moment, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Ok, on va arrêter maintenant et on va regarder la performance passée de l'économiste qu'on a recruté, est-ce que ses prédictions sont bonnes ou pas ?»
bah, on regarde combien de fois il s'est trompé sur les derniers mois, et puis s'il s'est trompé, et ben, très souvent, et ben, on dira c'est pas bien, et puis on le vire et on en prend un autre, et puis s'il s'est pas trompé, et ben, on dira c'est bien, etc. Donc il faut qu'à n'importe quel moment, si tout d'un coup quelqu'un arrive à une date qu'on appelle grand T, donc ça peut être après une dizaine d'années, pouf, on arrête, et ben, que les prédictions qu'on a fait jusqu'ici soient, si possible, les meilleures qui pouvaient être faites. Juste tout ce que je vais raconter au début, c'est tiré de ces deux bouquins-là, que je recommande très chaudement, parce que finalement, alors surtout celui-là, il est assez court, et si jamais vous avez des souvenirs de cours de stats qui ne sont pas trop lointains, c'est quand même assez pédagogique, donc on s'y remet dedans assez vite, je trouve, même si on n'est pas directement en train de faire ça tous les jours. Celui-là est un peu plus technique, mais bon, c'est un peu la Bible, donc je voulais le citer aussi. Voilà, je vais vous présenter rapidement, un peu plus en détail, ce jeu de prédiction séquentielle. On verra des méthodes extrêmement simples, donc j'ai appris ça exemple joué pour essayer de comprendre un petit peu comment ça pourra marcher dans un cas plus général. Ici, je ferai un petit peu plus de choses qui peuvent être utiles en pratique. Et à la fin, je vais discuter un problème pour lequel il n'y a pas de réponse convaincante pour le moment, qui est que toutes les méthodes de prédiction séquentielle, contrairement aux choses qui s'appuient sur des modèles statistiques, ont un défaut, c'est qu'elles donnent des prédictions sans intervalle de confiance. Ce qui est quand même pas toujours top, et il y a énormément d'applications dans lesquelles il faudrait en avoir. Et ici, je vais proposer deux méthodologies qui ont été proposées récemment pour faire ça. Il y a encore du travail à faire dessus, mais ça peut être des choses qui peuvent être faciles à l'utiliser. Alors, je répète mes notations, donc ce qui va être le contexte, ça va être l'objet, ça va être noté XT. Alors, quand je dis contexte, hein, ça peut être simplement un ensemble de variables explicatives comme on a d'habitude en statistique ou une description d'un objet. Au départ, ça a aussi été proposé pour étudier des problèmes, par exemple la classification d'images. À chaque instant, on me donne une image, c'est mon objet XT, et moi je dois dire oui ou non, c'est une image qui contient un piéton ou qui ne contient pas de piéton. Donc si je pense à une voiture automatique sans chauffeur, chaque instant il y a une image qui est l'image de la route que j'ai en face de moi. Donc c'est ça que je vais appeler mon objet X, ou le contexte. Et puis je dois prédire si ce que je vais appeler YT, 0 ou 1, ce sera il y a un piéton en face de moi, 1, ou il n'y en a pas, 0, et donc je dois m'arrêter ou je peux continuer. D'accord ? Et la prédiction sera le programme dans ce cas-là, je la note YT chapeau, évidemment le but étant que la réalité et la prédiction collent pour éviter d'écraser le piéton. Et ce qu'on va noter L, ce sera le coût qu'on subit pour avoir fait la prédiction YT chapeau à la place de Y. Donc classiquement dans les cours de stats on dit toujours le coût c'est 1 si jamais on s'est trompé, 0 si on ne s'est pas trompé. Évidemment ce n'est pas toujours le cas, dans cet exemple-là, on voit bien que le coût ce sera beaucoup si on s'est trompé parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de piéton alors qu'il y en avait un, et un peu moindre si jamais on s'est trompé en disant qu'il y avait un piéton alors qu'il n'y en avait pas. Donc il y a des tas de fonctions de coût qui sont utilisées, il y a pas mal de problèmes que je vais vous proposer qui seront plutôt des problèmes de prédiction de valeurs numériques, pas seulement binaires. Donc prédire, alors justement, je ne sais pas si c'est exactement dans ce genre de prédiction que vous êtes intéressé pour ça, mais Lokian de chez Total, à la fin, je vous présente un travail de Raphaël Deswart qui a travaillé sur la prédiction de combien de pétrole on peut extraire de puits de pétrole. Dans ce cas-là, je ne peux pas juste prédire 0 ou 1, il faut prédire une quantité de pétrole. Et voilà, donc ce sera plutôt des pertes comme la valeur absolue ou la perte quadratique, etc., qui sont utilisées dans les travaux dont je vous parlerai. Et alors, l'idée, ce qui est venu, ce qui a été assez amusant et qui a un peu frappé tous les statisticiens, c'est que les gens qui ont proposé la théorie que je vais présenter juste après se sont rendus compte que, en fait, ils étaient capables de faire des bonnes prédictions, même dans les cas où on n'avait pas toutes les hypothèses qu'on fait d'habitude quand on étudie des séries temporelles, genre j'ai un bruit qui est indépendant, identiquement distribué, gaussien, etc. Ou alors ma série temporelle, elle suit un modèle Arima, Garch ou ceci, cela, etc. Évidemment, si jamais on a un modèle comme ça marche, mais on peut avoir des modèles où il y a une dépendance temporelle. Par exemple, bon, ça c'est le genre de modèles qui sont pas mal utilisés en économétrie, mais c'est aussi vrai pour la voiture. S'il y a un instant T, il y a un piéton en face de moi, c'est assez peu vraisemblable qu'une milliseconde après, il n'y soit plus, ou des choses comme ça. Mais ils se sont rendus compte aussi, contrairement là par contre à ce qui est fait en économétrie ou en statistique classique, qu'il était
tout à fait possible, par exemple, que les prédictions marchent relativement bien, alors même que le modèle est faux, parce que, par exemple, on a oublié d'inclure des variables ZT dedans, ou alors parce qu'on ne peut pas les observer. D'accord ? Il y a des variables inobservables, il y a des choses qui seraient utiles pour prédire l'état de l'économie, mais qu'on ne connaît pas. Eh bien, c'est vrai. Mais en même temps, parfois, juste avec une observation partielle du contexte, on arrive quand même à faire des prédictions sensées. Les choses ne sont pas forcément stationnaires, les choses peuvent dépendre de T. En général, il y a beaucoup de modèles qu'on écrit, mais on dit « Ah, on va supposer que c'est stationnaire, c'est une hypothèse de cours. » Quand je dis stationnaire, ça veut dire qu'essentiellement, on considère que c'est comme en physique. Les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Les lois de l'économie, elles changent au cours du temps, en fait. Ça, il faut prendre en compte. Donc, c'est ce que je veux dire ici en disant que YT, c'est aussi une fonction de T. C'est que le mécanisme qui fait dépendre YT et XT, il peut très bien dépendre du temps. Et ce qui était une loi économique vraie, par exemple, en URSS, avant la chute du gouvernement communiste, n'est pas forcément une chose vraie après, parce que les lois de l'économie ont changé. Il y a encore pire, c'est que si on fait une prédiction, alors ça, c'est pas forcément vrai si on fait une prédiction dans le cas de la voiture avec chauffeur, mais c'est tout à fait vrai, par exemple, en finance. Si jamais je suis un très gros investisseur et que je fais un investissement très massif, ça envoie un signal qui font le marché va réagir à ce que j'ai fait en fait. La réalisation du futur n'est pas uniquement indépendante de ma prédiction, donc ouais, la réalité peut dépendre des décisions que je prends. Donc ça, cette théorie, vous allez voir, c'est assez marrant, mais elle prend ça en compte. Et elle prend ça en compte, en fait, y compris dans le cas où, alors, la bourse, c'est un exemple où ça peut se passer bien et moins bien, mais ça va même marcher dans le cas où on va jouer contre un adversaire, où on va essayer de prédire la réaction d'un adversaire, dont le seul but est d'essayer de planter nos prédictions. Ce qui est un peu un cas spectaculaire, c'est un peu un cas extrême, hein, c'est pas forcément toujours comme ça dans la réalité, mais c'est bien de pouvoir se prémunir contre ce genre de choses. Et en fait, au final, on peut tout combiner. Dans la réalité, la théorie va prendre essentiellement en compte la possibilité de faire des prédictions dans un contexte non stationnaire, dans un contexte où on a quelqu'un qui observe toutes les prédictions qu'on a fait, qui connaît tout le passé, etc., plus des variables omises qu'on ne connaît pas et tout. Donc, on essaie de vraiment faire quelque chose qui soit assez... Il n'y a pas de miracle. Hein. Si l'adversaire il a tout ça, qu'il utilise tout ça très bien, forcément on va se planter. Mais l'idée, c'est qu'on va réussir à prédire aussi bien que possible dans un cas où l'adversaire utilise ou n'utilise pas ça, sans savoir à quel point il peut l'utiliser. Parce que finalement, je ne suis pas capable de quantifier à quel point exactement le marché va réagir, par exemple, à un investissement que je fais. Ok ? Alors, par contre, il y a des contraintes. Donc, on ne met pas de contraintes sur ce qui se réalise parce qu'on ne peut pas mettre de contraintes sur la réalité. La réalité est ce qu'elle est, elle peut toujours nous surprendre. Par contre, nous, on arrive à se surprendre nous-mêmes, mais un peu moins souvent. On a des contraintes. On ne peut pas être devin. Je vais supposer que tout ce que je peux utiliser comme information, c'est les variables de contexte que j'ai observées jusqu'ici, les réalisations, qui vont m'informer sur combien de fois je me suis trompé en utilisant tel ou tel modèle. Je suis aussi contraint, même si j'en discute très loin, d'utiliser quelque chose qui peut être faisable avec les mains ou un ordinateur, ou plusieurs ordinateurs. Et par contre, il y a une chose qui est possible, dont on discutera aussi après, c'est qu'on peut utiliser éventuellement, même si on fait de la modélisation, à côté des informations proposées par des experts, dont on ne sait pas comment ils vont les fabriquer, mais dont on sait qu'ils sont de bons experts. Et bon, on verra après des exemples. Et par exemple, pour les gens qui font des investissements, on peut effectivement investir en se basant sur sa connaissance, mais on peut aussi se référer à des audits qui ont été faits de l'entreprise qu'on regarde par quelqu'un d'autre ou des choses comme ça. Donc on peut utiliser à un moment des avis qui viennent d'experts sur lesquels on n'a pas... Enfin, pour lesquels on ne sait pas exactement comment ils ont été fabriqués, mais en lesquels on a confiance. Alors, comme je disais, si jamais l'adversaire on imagine que la réalité en fait est produite par un dieu qui serait notre adversaire, qui essaierait de planter nos prédictions à chaque fois qu'on en fait une. Si jamais il peut vraiment le faire et qu'il a une connaissance parfaite de ce qu'on va faire, ce qui est certain, c'est qu'en t étapes, ici je pense toujours à la perte de classification qui vaut 0 ou 1, le nombre de fois que je me serais trompé en t étapes, ça sera t. Je fais une prédiction, et il propose une réalisation du monde dans laquelle ma prédiction est fausse, donc je fais une erreur, etc. Et à chaque étape, je fais une erreur. Donc c'est juste aussi bête que ça, il n'y a rien à dire. Par contre, et heureusement c'est la bonne nouvelle, c'est que les gens se sont rendus compte au fur et à mesure de l'histoire que l'univers semble obéir à quelques lois physiques, et que parfois ces lois physiques, on a des modèles, des équations dessus qui permettent de prédire ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, on peut douter de la science un petit peu, il y a pas mal de gens qui doutent de la science en ce moment. C'est vrai qu'on ne prédit pas toujours très bien les crises économiques à l'avance, mais de l'autre côté, les éclipses de soleil, par exemple, ou les éclipses de lune, on les prédit infailliblement. Donc il y a des cas où ça semble marcher bien. Okay.
on a des prédictions sensées dans certains cas. Alors, je vais commencer. En fait, l'idée, hein, bien sûr, c'est de dire dans ce cas-là, on ne peut rien faire, dans ce cas-là, on peut faire quelque chose, mais on peut aussi, il y a aussi tout un continuum entre les deux, en fait, de situations où on ne peut pas complètement prédire, mais il y a quand même quelque chose à dire. Et c'est un petit peu de ça dont je voudrais vous parler. Mais pour commencer, pour faire simple, et puis pour avoir un exemple un petit peu à se mettre sous la dent, même si c'est un exemple joué, je vais commencer par le cas le plus simple. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment d'adversaire. Je suis dans le cas le plus simple, c'est-à-dire où il y a un modèle physique qui décrit parfaitement la réalité. Okay. Et pire que ça, je vais imaginer en fait que déjà il y a quelqu'un qui a travaillé sur le problème et qui a réduit l'ensemble des modèles possibles à un nombre fini. Okay. On a 3 théories, par exemple, la théorie 1, la théorie 2, la théorie 3. Ou alors on a 3 experts qui font des prédictions, l'expert 1, l'expert 2 et l'expert 3. Et moi, mon seul but, je sais qu'il y en a un qui est parfait. Contexte un peu abstrait et un peu joué, mais bon, on commence par ça. Et je veux essayer de trouver lequel est le meilleur, ou du moins de me tromper aussi peu possible quand je me compare à lui. Ok, donc je vais commencer par... d'ailleurs, par vous poser la question, en fait. Imaginons, donc, j'ai écrit mes experts ou mes théories sous forme de fonctions, FI. Donc j'ai plusieurs fonctions qui prennent un contexte, le contexte X, ça s'appelle F1, F2, F3, etc. Et chacune répond à une prédiction Y. Et je vais avoir des objets X qui arrivent. À chaque étape, je dois faire une prédiction. Et ensuite, j'observe la réalité et je vois quelles fonctions se sont trompées ou pas. Qu'est-ce que, peut-être, enfin, toi, je sais que tu connais, je t'ai déjà vu le présenter, peut-être que certains connaissent, mais qu'est-ce que vous pouvez proposer comme stratégie non pas pour uniquement essayer de trouver la meilleure fonction, mais pour aussi, ce faisant, se tromper le moins possible, à chaque fois qu'on doit faire une prédiction. Suivre le meilleur avis. Alors, on peut suivre le meilleur avis, et ça, c'est effectivement l'idée d'ailleurs des 2 stratégies en fait, que je vais présenter. Mais le problème, c'est que suivre le meilleur avis, imaginons que une première date, j'observe un X, puis j'observe un Y qui fait que je sais que l'expert 1 s'est trompé, donc je l'élimine. Il se peut très bien que l'expert 2 et 3 soient toujours là. Alors c'est lequel le meilleur? J'apprends de chaque meilleur avis à chaque fois. Hein? Mais comment je fais en fait? Première date, les 3 experts font une prédiction. Je choisis de suivre l'un d'entre eux, mais tout d'un coup je vois la réalité et je vois que le premier s'est trompé, donc j'élimine le premier. Donc il reste le 2 et le 3, qui sont candidats pour être les meilleurs, parce qu'ils ne se sont pas trompés. À l'étape 2, j'ai une nouvelle prédiction à faire. Lequel je suis, le 2 ou le 3? Là, je ne sais pas lequel sera le meilleur. Je le saurai que si jamais il y en a des 2 qui se trompent à l'avenir, mais pour le moment, je ne sais pas. Donc en fait, ma question, c'est en fait, il y a des ex-aequo là-dedans. Bon, alors, ne sachant pas lequel est le meilleur, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs idées naturelles. Le premier truc auquel les gens ont pensé, c'est de dire j'en choisis un arbitrairement. Après tout, l'expert 2 ne s'est jamais trompé jusqu'ici, le 3 non plus, mais bon, pourquoi pas suivre le 2. Okay. Alors, l'idée, hein, c'est ça, c'est-à-dire je fais ce que je définis, ce que j'appelle C de une date T, c'est l'ensemble des experts qui ne se sont jamais trompés jusqu'à la date T. Donc à la date 1, quand je commence, je pars, j'ai jamais eu d'observation de la réalité, donc tous les experts sont candidats. Le C, c'est plutôt pour consistant, en fait, ceux qui sont consistants avec la réalité. Hein. Et puis à chaque date, je choisis un des experts, je l'appelle I de T. Par exemple, celui qui a le plus petit indice dans l'indice C, dans l'ensemble C, mais ça c'est juste une question de... Enfin, c'est arbitraire, je choisis un. Et puis, parmi ces... Je fais la prédiction correspondante. Et puis ensuite, quand la réalité YT se réalise, j'élimine de mon ensemble d'experts ceux qui ne se sont pas trompés. On dit, j'élimine ceux qui se sont trompés et je garde que ceux qui ne se sont pas trompés. Il y a un truc qui est très simple pour comprendre comment va fonctionner cette stratégie. C'est que si à chaque étape, je suis un expert qui jusqu'à présent ne s'est pas trompé, il peut toujours se tromper la fois d'après, si j'ai pas de chance. Et au bout d'un nombre grand M d'étapes, ça va forcément s'arrêter, puisque par hypothèse, on a supposé qu'il y en avait un qui se trompait jamais. Okay, ça veut dire qu'en fait, au pire, on peut faire M-1 erreur avant d'avoir sélectionné finalement le meilleur expert. C'est le cas le pire, mais c'est un cas qui est possible. Okay, donc, je vais vous faire une petite illustration. Et la petite illustration, c'est un exemple faux, hein, mais fabriqué à partir de l'idée d'experts qui feraient des pronostics sportifs. C'est quand même beaucoup plus important que prédire l'état de l'économie ou prédire... Donc l'idée, voilà. Moi,
Moi non, en fait, à vrai dire, donc ça justifiera peut-être mon choix d'expert après. Mais il y a pas mal de gens qui lisent de la presse sportive, et dans la presse sportive, il y a des journalistes sportifs qui font des pronostics. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns en tapant journaliste sportif sur Google Images, et j'imagine que pour un match donné, chacun de ces experts fait une prédiction. Okay. Donc voilà, j'en ai 5, et chacun dit il va se passer ça. Alors, comme moi jusqu'à présent j'ai parlé de prédiction avec une variable binaire, y égale 0 ou 1, ça c'est un peu plus compliqué, là il faut prédire deux nombres. Bon. Alors j'ai voulu simplifier en disant qu'il fallait prédire soit une victoire, W, soit un match nul ou une défaite, parce que pour l'équipe de France, un match nul ou défaite, dans les deux cas c'est une défaite morale et c'est pas acceptable. Donc, question, au fur et à mesure que les matchs vont se réaliser, on va regarder ce que font ces experts. Ils vont parfois pas se tromper, parfois se tromper. On va essayer de pronostiquer aussi bien que le meilleur. Et bon, en suivant l'algorithme que j'ai proposé avant. Simplement, il y a un bug quand même, si on y réfléchit. Et ce bug, c'est que j'avais comme hypothèse, ici, j'y reviens rapidement, qu'il existe un expert tel que la réalité est toujours l'avis de cet expert. On est d'accord, c'est une hypothèse un peu restrictive. Dans la réalité, des gens qui ont toujours raison, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a qui le prétendent. Donc du coup, je me suis permis d'invoquer un expert supplémentaire qui va participer en tant que monsieur a toujours raison. Il y a une vidéo assez rigolote de discours de coupage, enfin de montage de discours de Trump, où il dit « je suis le plus grand expert en économie, je suis le plus grand expert en finance, etc. » Donc on peut imaginer que c'est vrai aussi en foot. Donc juste pour le jeu, on va supposer qu'il vient participer avec Jean-Michel Larquet et tous ses amis pour faire de la prédiction en foot, mais comme il connaît la réalité, la réalité avant qu'elle se réalise, il connaît tout, et bien du coup il aura raison. Mais moi, je veux apprendre à prédire aussi bien que le meilleur parmi ceux-ci, et je ne sais pas qui c'est. Donc, je regarde, il y en a certains qui prédisent une victoire, d'autres une défaite ou un nul. Je choisis de suivre, et voilà, je suis des années 90, 80 même, donc j'ai grandi à la télé en entendant Jean-Michel Larquet, même si j'aimais pas trop le foot, j'avais pas trop le choix de l'avoir tous les jours à la télé, alors que les autres n'étaient pas tous encore là, voilà. Donc je choisis de le suivre, je me dis j'ai confiance, il me rappelle mon enfance. Et finalement la réalité c'est que c'est une victoire, et donc cet expert et celui-ci sont éliminés, ce qui m'oblige à reconsidérer ma position et en choisir un autre. C'est là que je voulais dire le meilleur, c'est-à-dire que quand je suis ici, pour le moment, le meilleur, j'ai pas le meilleur, j'ai 4 meilleurs en fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je vous ai présenté cette stratégie-là avant, je vais essayer de suivre un de ceux qui restent. Donc j'en choisis un, et voilà, c'est Pascal Pro, donc je le choisis, mais comme par hasard, alors quand je mets un trait dessous, ça veut dire que c'est celui que j'ai choisi en fait. Voilà, ici. Et puis, le match a lieu, et pouf, il s'est trompé. Pas de chance, mais c'est comme ça que ça se passe. Et il m'en reste 3, qui jusqu'à présent sont restés. Et ici, je choisis... j'ai oublié son nom. Bref, et du coup, pouf, je me trompe encore, etc. Donc en fait, au final, ici, quand j'arrive à la fin, vous voyez que là maintenant, j'ai choisi l'expert universellement le meilleur, je l'ai enfin trouvé, je me suis rendu à la réalité. Mais, entre-temps, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 erreurs. Okay. Il y avait 6 experts, j'ai fait 5 erreurs, ça correspond exactement à ce que j'ai présenté avant, c'est-à-dire M-1. Okay. Alors, je vais vous présenter maintenant une autre stratégie, et vous allez voir qu'il y a un petit miracle, on peut faire mieux que ça en fait. Au début, on se dit, enfin, moi je sais pas, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible, quoi. C'est forcé. C'est un peu pas de chance de les avoir tous parcourus dans l'ordre avant de tomber sur le meilleur, mais il n'empêche que ça ne va pas être améliorable. En fait, c'est tout à fait améliorable. Alors, est-ce que vous avez une autre idée, une autre suggestion? On les évalue tous et on garde le consensus, c'est-à-dire ceux qui ont le maximum de votes. Exactement. Ouais. C'est en fait la stratégie suivante. Ça consiste à dire tous ceux qui sont encore en cours, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas fait d'erreur jusqu'ici, je les fais voter et je prends le vote majoritaire, en prenant arbitrairement 1 ou 0 s'il y a égalité, mais ça arrive peut-être pas si souvent que ça. La raison pour laquelle ça marche, en fait, est assez surprenante, parce que ça marche pas parce que la majorité a forcément toujours raison. Et on le voit ici, au final, il n'y en a qu'un de toute façon qui a universellement raison, donc tous les autres, un jour ou l'autre, ils auront tort. Donc la majorité n'a pas toujours raison. Mais par contre, ce qui est intéressant avec cet algorithme, donc c'est exactement ça, j'ai mis vote à la majorité parmi ceux qui ne se sont pas trompés jusqu'à la date T. Ce qui est marrant avec cet algorithme, c'est que dans les cas où je vais me tromper, ça veut dire que la majorité des prédicteurs se sont trompés. Et donc ça veut dire qu'à l'étape d'après, je les aurai au moins
tous enlever cela. Ça veut dire qu'à chaque fois que je me trompe, l'ensemble d'experts encore en cours se réduit au moins de moitié. Et donc quand je prends un ensemble de n experts et que je le réduis de moitié, puis je le réduis de moitié, etc., etc., en fait, je ne pourrais pas faire m erreurs. Parce que quand je prends un nombre et que je le divise par 2, je le divise par 2, je le divise par 2, etc., je tombe sur 1 bien avant la valeur de ce nombre. En fait, c'est quoi le truc qu'on va obtenir du coup? Si vous vous souvenez de... Hein? Exactement, c'est un log de 2, enfin log en base 2, quoi. Et donc du coup, on aura log en base 2 du nombre d'experts. On pensait hein, que, par exemple, si on a 1000 experts, 1024 experts, et bien 1024 experts, le premier algorithme peut se tromper 1023 fois, log en base 2 de 1024, c'est 10. Donc, on se trompera en plus 10 fois. Donc ça change quand même pas mal l'ordre de grandeur. Okay. Je vous ai fait juste la petite illustration avec le même ensemble d'experts, avec les mêmes résultats que dans l'exemple précédent. Donc ici, pour le moment, je dis je vais suivre la majorité. Donc, je suis les 4 là, et ils avaient raison. Ici, je me dis je vais suivre la majorité, c'est-à-dire la défaite. Ils ont raison. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais suivre? Alors, il faut juste remarquer un truc, c'est que là, j'ai pas appris grand-chose, puisque le seul expert qui est sorti, c'est lui, et je retiens toujours les 3 précédents. Donc là, il n'y a pas eu de grosse diminution, mais en même temps, c'est bien, parce que je ne me suis pas trompé, contrairement à tout à l'heure. Il me reste 3 experts, je décide de suivre la majorité, paf, j'ai encore raison, mais entre-temps, il y en a encore une autre qui s'est éliminée. Et à la fin, cette fois-ci, j'en ai 2. Bon, il faut bien choisir arbitrairement, j'en choisis un. Et bien cette fois-ci, je me trompe, mais maintenant, il ne m'en reste plus qu'un, et du coup, je ne me tromperai plus jamais. Donc si on compte, là, ici, cette fois-ci, j'ai fait une erreur. Ce qui est un peu mieux. Alors, vous allez me dire, bon, c'est fabriqué pour. Oui, en fait, c'était fabriqué pour, mais c'est pas grave, il y a quand même un théorème qui nous dit que ce sera toujours le cas. Et du coup, j'ai fabriqué un autre exemple, en particulier ici. Hein, le premier, on a l'impression qu'il y a plein de monde, plein de possibilités de faire des erreurs, et il y en a déjà 4 qui ont raison. Bon, vous allez me dire, c'est fabriqué pour. Ouais, mais non. Parce que, comme je vous l'ai dit, si jamais la majorité se trompe, certes, je me trompe aussi, mais en même temps, j'ai déjà beaucoup avancé dans mon apprentissage de qui est le meilleur. Je pense qu'à là, ok, 4 qui prédisent une défaite, 2 une victoire, je suis ceux qui prédisent la défaite. Alors certes, je fais une erreur, mais à l'étape suivante, il ne me reste plus que 2. Donc c'est presque fini. Okay, là j'ai imaginé, ça continue, et puis au bout d'un moment, j'ai le meilleur, et ça ne s'arrête plus, je fais toujours les bonnes prédictions. D'accord? Donc ça c'était un truc très simple, mais qui en même temps montre 2 choses. La première, si on veut faire de la philosophie politique, c'est que la démocratie c'est pas mal, même si c'est pas parce que la majorité a toujours raison. Mais le deuxième truc, c'est que parfois il y a des choses pas forcément intuitives qui peuvent se produire et qui peuvent permettre d'améliorer par rapport à des méthodes qui semblaient tout à fait raisonnables. Ok. Voilà. Alors, maintenant, on va abandonner un petit peu cet exemple joué et on va revenir au cas où, cette fois-ci, je me situe quelque part dans l'échelle que j'ai décrite tout à l'heure, entre le cas le plus facile, il y a une vérité absolue, j'en suis certain, et de l'autre côté, le cas où il n'y a aucune possibilité de faire de prédiction, parce que je joue face à un adversaire omnipotent, omniscient, malfaisant, etc. etc. Ok ? Donc, l'idée, ça a été de dire la chose suivante, en fait. C'est de dire, je vais essayer de faire des prédictions dont la somme des erreurs ne va pas être simplement aussi petite que possible, mais va plutôt être aussi proche que possible d'une prédiction optimale, dans un sens à déterminer, plus quelque chose de petit. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se comparer à une famille de prédicteurs. Par exemple, quand on fait de la physique, on a plein de modèles physiques qui peuvent être utiles pour faire de la prédiction. Il y en a certains qui sont, évidemment, on sait que ils ne seront pas vrais, parce que si on calcule des orbites à partir de la physique newtonienne, le problème c'est qu'il peut y avoir des termes relativistes qui arrivent et qui font que ce ne sera pas vrai. Mais en même temps, dans certains contextes, une théorie plus simple suffit. Donc, on va juste se donner un ensemble de théories, ou un ensemble de modèles, un ensemble de prédicteurs. Et on ne va pas essayer de prédire exactement la vérité, mais on va simplement essayer de prédire aussi bien que si dès le début on avait connu le meilleur prédicteur dans cette famille. Okay. Alors, il y aura, par exemple, dans le cas précédent, on avait 6 experts, l'un d'entre eux était universellement bon, donc ici cette erreur était 0, et on a mis juste un terme que je vais appeler B de T, ce sera un nombre d'erreurs possibles, je veux le rendre le plus petit possible. En réalité, il y aura ce terme aussi, okay, et comme je le disais donc là à l'instant, ça va être 0 dans le cas idéal où il y a un prédicteur parfait, ça sera T dans le cas où on est en train d'évoluer dans un monde dans lequel aucune prédiction n'est possible, et c'est toujours entre les deux, et je ne veux pas faire d'a priori là-dessus. Donc, ça c'est donné, et moi, charge à moi de minimiser ça.
D'accord? Alors, juste une petite chose, de cette inégalité qui était écrite comme ça, je fais juste une petite manipulation pour envoyer le minimum dans le membre de gauche et juste contrôler la différence entre ce que je fais et ce qui aurait été le mieux possible. Et ça, c'est une quantité que les gens appellent le regret. Donc, on comprend aisément la terminologie. Hein. Le regret, c'est je regrette dès le début de ne pas avoir su, que c'était F, donc que c'était monsieur numéro 6, le meilleur expert, et d'avoir toujours suivi son avis. Ok. Donc, en particulier, ce que les gens veulent, c'est avoir des bornes B de T, ici, sur le nombre d'erreurs, qui soient négligeables devant T. Hein, si vous vous souvenez de la notation petit o, il faut que ce soit négligeable devant T. Pourquoi? Puisqu'on sait que ce terme-là, dans le pire des cas, il sera d'ordre T. Donc, en fait, si jamais celui-là est toujours plus petit, ça veut dire qu'on s'arrange pour raconter quelque chose de non trivial, que ce soit dans le pire des cas ou dans le meilleur des cas. On veut rendre ce terme plus petit que l'erreur qu'on commettrait. Sinon, ça veut dire qu'on est toujours en train de rajouter quelque chose de pire que la meilleure erreur possible et de ne pas apprendre exactement ce que fait le meilleur expert. Alors on verra, en fait ce qu'on va voir, c'est que grosso modo, le nombre d'erreurs qu'on fait, c'est en racine de t en général, pour une fonction de perte bornée, comme celle qui dit 0 ou 1, selon on s'est trompé ou pas, et on peut faire beaucoup mieux que ça. On est d'accord hein, que d'un point de vue... D'ailleurs, c'est quelque chose de grand. En stat, on a toujours l'habitude de choses convergentes, mais il faut voir que je regarde des sommes ici. Donc si je regarde 1 sur t fois le nombre d'erreurs, on va faire au fur et à mesure du temps. Si jamais j'ai quelque chose ici qui est de l'ordre de racine de t, alors ici j'aurai 1 sur t fois racine de t. Et donc ça donne bien hein, quelque chose qui rend 1 sur racine de t, donc qui va tendre vers 0 quand t tend vers l'infini. Donc ça veut dire que certes, je ferai de plus en plus d'erreurs, mais que le nombre d'erreurs moyennes que je commettrai sur une période, elle va tendre vers 0. Donc c'est évidemment quelque chose de raisonnable. J'aimerais juste terminer par, j'espère que je vais pas trop lentement, combien de temps il me reste en fait? Parce que je peux rentrer un petit peu. Hein? C'est 30. C'est 30? Ok, d'accord. Je dirai un petit peu. C'est juste une petite chose qui m'énerve beaucoup, moi, en fait. En enseignant des stats et du machine learning, et je pense que ceux qui parmi vous enseignent ont dû avoir les mêmes critiques, voire la même chose, c'est qu'il y a parfois énormément d'agacement réciproque entre les communautés statistiques et machine learning, avec les gens qui font du machine learning qui disent c'est marrant quand même d'essayer de faire de la modélisation et de prétendre qu'on comprend l'univers quand ensuite on n'est pas capable de faire de prédictions qui tiennent la route, et les gens qui font de la statistique ou de l'économétrie qui disent aux gens qui font du machine learning c'est très bien de faire des prédictions mais vous ne comprenez rien à ce que vous faites. Et donc de présenter les deux choses comme étant des objectifs absolument incompatibles, alors que je trouve que cette vision-là, là ici, ce que je vais vous expliquer, c'est que pour moi, les deux sont juste complémentaires. Ici, si jamais, par exemple, alors j'ai mis exemple physique ou épidémiologie, économie, etc. Si jamais j'avais pas avant des physiciens qui avaient réfléchi à quels sont les bons modèles, j'aurais pas ici de bons prédicteurs dans le cas où je dois faire des prédictions en physique. D'accord ? Donc c'est le fait d'avoir une réflexion théorique qui permet de fabriquer des bons prédicteurs dans certains cas. À l'inverse, des gens qui prétendent faire des modèles et qui effectivement ne prédisent absolument rien, on sait très bien que c'est des modèles qui sont simplement falsifiés par les observations, par la réalité. Donc, quelque part, il n'y a pas d'incompatibilité pour moi. Il faut juste dire que, d'abord, d'un côté, il y a des gens qui fabriquent des modèles pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ils vont fabriquer des bons modèles et des moins bons modèles. Et que là, l'objectif de ce que nous on fait, c'est essentiellement de modéliser quelle sera la performance de quelqu'un qui essaie de prédire en utilisant des modèles dans le vrai monde, c'est-à-dire dans un monde où les modèles sont probablement approximativement vrais, mais pas complètement vrais. Et de voir que dans ce cas-là, il y a quand même des garanties pour qu'on arrive à faire des prédictions sensées. Donc, je pense que pour moi, c'est plutôt deux faces d'une même pièce que des choses contradictoires. Alors, je vais vous présenter rapidement la stratégie qu'on appelle agrégation à poids exponentiel. Et puis ensuite, je vous montrerai les exemples dont je voulais vous parler, et en particulier de l'intervalle de confiance. Je vais juste rester pendant un temps avec toujours m prédicteurs donnés. Il faut voir une chose, hein, c'est que ces m prédicteurs, évidemment, ça peut être des modèles. Ça peut être des modèles comme on fait en stats, c'est-à-dire des modèles linéaires, par exemple. Ça peut aussi être des modèles linéaires dans lesquels, à chaque étape, j'apprends le paramètre. Donc, je reprends tout l'échantillon passé, j'apprends le paramètre et je fais une prédiction. Mais pas forcément. Et je vous ai dit tout à l'heure, hein, la prédiction de Donald Trump, elle est très bonne en foot, et du coup, je peux avoir envie de l'utiliser, même sans savoir quel est le miracle qui se passe dans son cerveau pour prédire une prédiction aussi parfaite. Parce que c'est assez difficile à modéliser. Donc, ce que je vais supposer, en fait, c'est plutôt que j'ai m prédictions qui sont données à chaque étape,
d'accord, mais par n experts différents, l'un d'entre eux pouvant être un modèle que j'ai fabriqué, et l'autre pouvant être un expert omniscient. Et juste, c'est plutôt des prédictions que je vais choisir plutôt que des modèles. Il faut voir, ça s'adapte parfaitement au cas précédent, où ce serait tous des modèles. Je renomme juste mes modèles en experts. Okay. Je fais ça aussi pour suivre la terminologie commune dans les articles qui font ça. Donc là, du coup, je me ramène au cas où je me compare juste à un expert, et je veux que mon regret, mon erreur moins l'erreur du meilleur expert possible, reste petite. Alors, en fait, l'algorithme général qui marche bien et qui a des formules un peu plus compliquées peut-être, s'inspire juste de l'algorithme de halving, vous l'avez expliqué. On élimine les experts qui se sont trompés et puis on fait voter les autres. Le truc, c'est que dans la réalité, il n'y a pas un expert parfait. Et donc, si j'élimine un expert qui s'est trompé une fois, peut-être que je le paierai jusqu'à la fin des temps parce que, en fait, ça aurait pu être lui le meilleur. Il s'est juste trompé une fois au début, pas de chance. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est non pas l'éliminer, mais c'est diminuer l'importance de son vote. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir au départ d'une situation initiale où chaque expert a un poids de vote en pourcentage. Donc, c'est des nombres positifs qui se somment à 1. Par exemple, une répartition équitable, 1 sur m, etc., 1 sur m. Et puis, à chaque étape, je prédis en faisant voter mes prédicteurs, plutôt pour la moyenne de ce qu'ils disent. Okay. Et ça, c'est ma prédiction. Et ensuite, au lieu d'éliminer ceux qui se sont trompés, ce que je fais, c'est que je commence par multiplier les poids que j'avais par exponentielle de moins quelque chose de proportionnel à l'erreur qu'ils ont commise. Donc quelque part, s'ils ne se sont pas trompés du tout, s'ils ont eu raison, je garde le même poids, mais s'ils se sont trompés, eh ben, je vais diminuer leur poids d'autant plus qu'ils se sont trompés beaucoup. Et à la fin, j'ai juste à renormaliser ça, parce que si je m'amuse à multiplier, disons par exemple, tous ceux qui se sont trompés, je compte en 0,1, tous ceux qui se sont trompés, je multiplie leur vote par 1,5, donc je divise leur importance par 2, bah à la fin, ce qui faisait des pourcentages jusqu'à 100, ça ne se sommera plus à 100, donc il faut juste le renormaliser. Par exemple, j'ai deux experts, un qui ne se trompe pas, il avait 50%, et un qui se trompe, il passe de 50% à 25%. Bah là, j'ai plus de 75% au total, donc je renormalise ça, et en fait, du coup, ça va faire 2 tiers, 1 tiers, à partir de l'étape suivante. Okay. Donc, voilà. Ce qui est magique en utilisant ça, c'est que, alors, ça va marcher uniquement pour une fonction de perte convexe. Alors ça, c'est juste une petite restriction mathématique, ça veut dire que là, du coup, on abandonne l'idée de la fonction de perte 0,1, on est plutôt avec des prédicteurs de type régulation. En fait, sinon, on peut adapter la méthode, j'ai juste pas envie de passer trop de temps là-dessus, j'étais un peu long au début. Ce qui va se passer, c'est qu'on a une borne universelle sur le regret, qui est sous cette forme-là. Donc c'est une valeur maximale pour la fonction de perte. T, c'est le nombre d'étapes qu'on joue. 8, c'est un nombre compris entre 7 et 9. Log de m, c'est exactement comme dans l'algorithme de halving, c'est-à-dire qu'on va garder la même dépendance en log de m et non pas en m dans le regret. Et état, en fait, c'est quelque chose que je dois calibrer qui est ici, dans l'exponentielle, c'est-à-dire à quel point est-ce que je pénalise les gens quand ils se sont trompés. Si état ça vaut 0, ça veut dire que je pénalise personne, et c'est un peu bête parce que du coup il ne se passe jamais rien, mais si état est l'infini, en gros, ça revient à l'algorithme de halving précédent. En fait, comme on a une borne comme ça, on va pouvoir calculer l'état qui rend la borne la plus petite. Okay. Il s'avère qu'il a cette tête-là, et dans ce cas-là, on obtient un regret de l'ordre de racine de t, comme j'avais dit ici, et donc, quelque part, une erreur moyenne qui tend vers 0. Alors c'est un peu miraculeux, parce que ça marche. Je me précise bien, c'est un résultat qui marche, quelles que soient les données YT, comme je disais tout à l'heure, y compris les données qui sont fabriquées par un adversaire qui veut vous planter, etc. etc. Il n'y a pas du tout d'hypothèse. Je ne suis pas en train de dire, comme dans les théorèmes qu'il y a dans les cours de stats, sous réserve que les données soient indépendantes, identiquement distribuées. Non, les données, elles peuvent être indépendantes, pas indépendantes, identiquement distribuées ou pas, stationnaires ou pas, et etc. etc. Elles peuvent même être générées, encore une fois, par un adversaire omnipotent ou omniscient, ou tout ce qu'on veut. Ok. Alors, il y a juste peut-être une question que les gens se posent d'habitude en voyant ça. C'est une chose ici sur ça ne vous dérange pas ici. Le fait que dans mon algorithme, je dois choisir à quel point je pénalise les experts qui se sont trompés par un nombre état. Et ici, je vous dis que le nombre état, il dépend de grand T. C'est-à-dire, en gros, si jamais je veux être sûr que pendant 10 000 étapes, je ne me tromperai pas plus que racine de 1000, c'est-à-dire de 10 000, c'est-à-dire une centaine de fois, eh ben, je suis obligé à l'avance de calibrer mon algorithme pour qu'il joue bien pendant les 10 000 étapes. Et après, il peut commencer à se planter. Donc ça, c'est pas très satisfaisant. En fait, il s'avère que, bon, j'ai présenté le résultat d'installation la plus simple,
mais grosso modo, si on change ici le grand T par un petit t, c'est-à-dire par la date à laquelle on se trouve aujourd'hui, on a à peu près la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir c sur racine de 2, on va avoir c fois quelque chose de un peu plus grand, mais ça ne change pas la racine de t, donc ça ne change pas le principe. On perd juste un petit peu sur la constante. En fait, je devrais l'écrire sous cette forme directement parce que ça ne change pas l'énoncé du T1, c'est juste la preuve qui est un petit peu plus calculatoire, mais bon, comme je ne fais pas la preuve aujourd'hui, c'était voilà. Je prends un premier exemple qui est la prédiction de la qualité de l'air. Alors j'ai mis la tête de la personne qui a fait ces gants, parce que c'est pas moi, en fait, moi c'est à partir de Gilles Stolz, tu le connais aussi, c'est un copain à nous, et un des spécialistes et un des premiers en France à s'être mis à l'étude de ce genre d'algorithme. Il a écrit ce papier qui, contrairement à la plupart de ses papiers de recherche, est un papier un petit peu introductif et en français, une lecture donc du coup plus facile même quand on parle bien anglais. Enfin moi je trouve que ça repose toujours le cerveau de lire des trucs techniques en français plutôt qu'en anglais. C'est super bien expliqué, si jamais vous voulez aller plus loin, lisez-le. Alors d'autant que je me souviens qu'il y avait des gens d'EDF ici. Il fait deux exemples. Il fait l'exemple de la qualité de l'air dont je vais parler. Si j'avais su, j'aurais inclus le deuxième aussi, qui est l'exemple après de la prédiction de la consommation d'électricité. Voilà, donc là l'exemple de la prédiction de l'air que je prends à son article, hein, mais juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche en pratique sur un vrai exemple. Là, il y avait des stations météo qui captent beaucoup d'informations météo en termes de pression, température et aussi la concentration d'ozone dans l'air pour évaluer le niveau de pollution. Et le but, c'est chaque jour de prédire quelle sera la concentration moyenne de l'ozone le lendemain dans l'air, pour faire des pics de pollution et éventuellement dire aux gens laissez vos voitures chez vous, n'allez pas travailler, respirez uniquement l'air de votre cave, etc., etc. Alors, le truc c'est que, bon, typiquement, moi je ne suis pas spécialiste de ce genre de questions, je ne me rends pas compte de ce que ça représente exactement, mais il y a des quantités typiques d'ozone qu'on observe dans l'air. Les géophysiciens avaient réfléchi à des modèles, et ils sont arrivés avec 48 modèles qui utilisent des équations des dérivées partielles qui viennent des modèles physiques, mais qui utilisent aussi l'historique statistique de données. Et de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour prédire la qualité de l'air demain à partir de ce qu'on a. Chaque expert pouvait prétendre être le meilleur. Au final, si on regarde ce qui se passe sur les experts, on obtient ça pour dire, regarde, en fait, c'est une station où on a essayé de prédire, où les 48 experts ont essayé de prédire ce qui se passe le lendemain pendant 24 heures. Et de façon tout à fait logique, tous les modèles reflètent la même saisonnalité journalière qui est due au fait que le matin, on prend tous la voiture et pouf, ça fait monter le degré de pollution. Et puis ensuite, le soir, quand petit à petit toutes les industries arrêtent de fonctionner, etc., le niveau de pollution redescend un petit peu. Donc il y a juste effectivement quelque chose de complètement logique là-dedans. Mais en même temps, en termes de niveau, le niveau de concentration de l'ozone, attention, c'est pas 0, ici c'est 30. Et là j'ai quand même 40 et ici 80, ça veut dire que les prédictions ça va du simple au double. C'est quand même pas top parce que on ne sait pas très bien ce qu'il faut prédire. Et en choisir un, par exemple, choisir le rouge ou le jaune ici, ça a un impact quand même sur ce qu'on va faire. Alors bon, éventuellement on pourrait dire qu'un gouvernement choisira ça et que Greenpeace choisira ça, mais nous on a proposé autre chose, donc on va proposer l'agrégation à poids exponentielle. Je vous montre juste ça, juste pour vous montrer qu'en fait, si on prend la moyenne de tous les experts, ce qui aurait pu être une proposition, hein, de se dire tout ça, ça a été fabriqué que par des gens qui sont payés pour fabriquer des modèles, donc tous les modèles sont forcément bons, je prends le vote, et je prends, mettons, 60 ici comme prédiction. Si on prend ça, on obtient une erreur quadratique moyenne de 24 microgrammes d'azote par mètre cube. Le meilleur expert fait 22, donc effectivement, c'était pas... Bon, on ne s'approche pas complètement du meilleur expert. L'agrégation à poids exponentielle, un peu miraculeusement, fait même un peu mieux que le meilleur expert dans ce cas-là. Elle fait une erreur quadratique moyenne de 21. Donc, elle améliore franchement par rapport à la moyenne empirique, et elle a une performance qui est tout à fait... honorable. Alors, il y a d'autres méthodes encore un peu mieux qui sont discutées dans le papier de Gilles, mais bon, je choisis de présenter que celle-là pour le moment. Il y a un truc qu'il aime bien montrer, et donc, je trouve qu'il a parfaitement raison, c'est que très souvent, on pense, quand on fait cette stratégie-là, qu'on va être dans la même situation que j'avais montré tout à l'heure avec Trump contre les journalistes sportifs, c'est que on se dit, au bout d'un moment, cet algorithme de vote, c'est bien au démarrage, ok, il donne des points un petit peu à tout le monde, mais au bout d'un moment, il y aura un expert qui aura un vote de 1 et tous les autres qui auront des votes de 0,0000. Et en fait, dans le papier, il trace l'évolution du poids des experts en fonction du temps.
Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit que même là et là, c'est pas les mêmes. Hein. Il y en a un qui a un rose presque rouge et l'autre qui a un rouge-rouge. Donc il y en a un qui monte, puis qui redescend, puis un deuxième qui apparaît, puis qui redescend. Et ensuite, à partir de là, il y en a deux, le bleu turquoise et le vert, qui se partagent à peu près la moitié de la masse qui reste, et tous les autres qui sont à zéro, proches. Donc ça, c'est assez marrant. Ça veut dire que sur cette période-là et sur cette période-là, c'est pas les mêmes experts qui ont raison. Ce qui veut dire, alors, il y a plusieurs interprétations à ça, mais une possible, c'est qu'il y avait une non-stationnarité dans ce qui se passe en réalité, et que cette non-stationnarité n'était prise en compte pas complètement par les experts, mais qu'en revanche, en passant d'un expert à l'autre, on peut arriver quelque part à compenser ça. Ce qui explique aussi d'ailleurs que le résultat total à la fin soit meilleur que simplement le meilleur des experts. Donc non, c'est pas toujours le cas que les experts finissent par choisir le meilleur, et même si bon, il peut y en avoir un petit nombre ici qui apparaissent, il peut y avoir beaucoup de variabilité, et pourtant on a quelque chose à la fin dont on a une garantie que ça va être sensé. Ok. Alors, juste une remarque, hein, on a ici on avait un regret en racine de t. Alors pour ceux qui sont intéressés par les maths, dans l'article il raconte un petit peu qu'avec certaines hypothèses, on peut retomber dans ce cas-là même sur des regrets constants à nouveau, juste en log m, mais à condition de mettre quelques hypothèses. Donc l'hypothèse s'appelle l'exponentielle concavité de la fonction perte L. Bon, je ne vais pas discuter ça maintenant, mais il faut aller voir les papiers que j'ai donnés, et en particulier celui que j'avais mis à droite là, dans les deux références, qui présente aussi d'autres méthodes. Alors il y a par exemple un truc qui est assez rigolo par rapport à la statistique classique, entre guillemets, c'est que dans cette version en ligne, si jamais on choisit de faire une régression linéaire en ligne, donc à la date t, je prends toutes mes observations entre la date 1 et t-1, je fabrique l'estimateur des moins de carrés et je fais une prédiction, ben ça ne marche pas en général. Ça peut se tromper, alors que si on remplace par la régression ridge, qui a une pénalisation en la norme du vecteur qu'on utilise, et ben là à nouveau on a toute une jolie théorie dessus, etc., etc. Donc il y a des petits résultats contre-intuitifs comme ça, et qui viennent remettre en question certaines méthodes de statistiques. Alors, j'avais prévu, en espérant parler assez lentement pour ne pas avoir à le faire, une partie où il y a un peu plus de maths, pour montrer ce qui se passe quand on a un nombre infini d'experts, ou quand on est dans des modèles plus compliqués, où en fait il y a des continuums d'experts, mais qui sont dus au fait qu'il y a plusieurs paramètres réels à calibrer, ou des choses comme ça, et montrer que dans ce cas-là, il y a un très fort lien avec la statistique bayésienne, et qu'on arrive à avoir des prédictions, des hypothèses en particulier sous lesquelles les prédictions vont marcher, qui vont être à peu près les mêmes que celles que les gens ont pour étudier les estimateurs bayésiens. C'est un peu moche, donc je vais passer ça. Mais si ça vous intéresse, à la fin, il suffit de poser une question et je reviens sur ces slides-là. Je vais plutôt passer à une dernière chose. C'est une question donc, qui effectivement revient souvent. C'est bon, c'est très bien, on a une prédiction, mais comment on fait un intervalle de confiance? Et là, la réponse que les gens donnaient, c'était on ne peut pas tout avoir. Pour faire des intervalles de confiance, il faut supposer qu'on est dans un modèle aléatoire et qu'on va fabriquer un intervalle de confiance à partir de l'aléa qu'on a supposé sur les variables. Ici, on n'a rien supposé sur les variables, donc on ne peut pas faire d'intervalle de confiance. End of the story, plus rien à dire. On a essayé, alors le premier truc qu'il y a ici, c'était un truc que j'avais fait avec une étudiante, une doctorante il y a quelques années. On avait essayé de fabriquer des intervalles de confiance et de réfléchir à comment faire. Alors, je vais vous présenter un premier exemple, donc cet article qui avait été fait avec Xiaoyi Li, là, dans ce bouquin, et qui était tiré de données de l'INSEE, en fait, puisqu'on avait un ami, Mathieu Cornec, je vais présenter les co-auteurs à la fin en photo, là, mais, qui travaillait à l'INSEE à ce moment-là, et qui était dans un département où il fallait prédire à chaque semestre la croissance à chaque trimestre, la croissance du trimestre en cours. Alors, j'explique pourquoi c'est une prédiction quand même. Ah, il faudra amener de l'alcool après pour... T'en as? Est-ce que celui-là, il est... Ah oui, t'as bien c'est le Ici, l'idée, hein, une année, elle se découpe en trimestres. Là, je représente un trimestre. Calculer la croissance au cours d'un trimestre, comment fait l'INSEE? Il collecte les données fiscales de toutes les entreprises. Il calcule combien on a généré par rapport à l'année d'avant. Et ça prend pas mal de temps. En fait, il va commencer à faire des calculs sur les grosses entreprises, puis il va raffiner en prenant les plus petites, etc. etc. Et la croissance, par exemple, du premier trimestre 2018, elle n'est pas encore fixée aujourd'hui de façon définitive. En fait, l'INSEE a fini complètement de processer les données après 2 ans, et c'est après 2 ans que dans les comptes nationaux, ils inscrivent la croissance était de temps à ce trimestre-là. Donc pendant 2 ans, on ne sait même pas ce que ce sera. D'accord ? Là, la question, du coup,
c'est de prédire, je suis pendant un trimestre, de prédire à la fin de ce trimestre quelle aura été la croissance, sachant qu'en fait, à la fin du trimestre, quand même, grâce à des formulaires qu'ils envoient à pas mal d'entreprises, l'INSEE arrive à avoir une estimation qui est quand même assez bonne. Donc on va faire comme si c'était la réalité. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, le trimestre est découpé en 3 mois. Je vous explique un peu les données qu'il y avait. Le trimestre est découpé en 3 mois. Et chaque mois, l'INSEE, ils ont un truc qu'ils appellent l'enquête de conjecture. Alors je pense que je l'ai mise plus bas dans le slide. Bon, les données passées, les données passées, on a les croissances de tous les trimestres qu'on a vu précédemment. Mais il y a aussi ce qu'ils appellent donc les business surveys, les enquêtes de conjecture, alors, qui sont faites de la façon suivante. Ils prennent un gros questionnaire. Toutes les entreprises qui sont dans le CAC 40 reçoivent ce questionnaire. Et ce questionnaire, c'est est-ce que vous sentez que ça va bien? Est-ce que votre carnet de commandes est plein? Est-ce que votre carnet de commandes pour les trimestres à venir est plein? Comment ça va? La famille, la vie et tout et tout. Après, bon, il n'y a pas que les grosses entreprises, il y a aussi les petites entreprises. Pour les petites entreprises, ils ont un échantillon roulant qui tourne de temps en temps, ils en remplacent certaines par d'autres parce qu'ils n'ont pas envie d'harceler les patrons de PME avec des questionnaires qu'on leur envoie tous les mois en permanence, ça leur prendrait tout leur temps. Ils font ça chaque mois. Mais ce qui est chouette, c'est que quand ils font ce questionnaire en un mois, là par contre c'est des observations bien compressées, donc le 10 du mois suivant, l'information elle est connue. Donc ce qui veut dire, et là en fait, l'objectif c'est ici, même ici en fait, je pense que c'était au milieu de ce mois-là, au milieu du dernier mois, vers le 15, de prédire ce qui sera passé sur tout le semestre, ce qui veut dire qu'on a ici l'enquête de conjoncture qui est ici, et ici, on a les données de l'enquête de conjoncture sur celui-là. Donc il y a déjà 2 mois sur lesquels on sait ce que pensaient les gens. Et qui plus est, pour avoir entendu les histoires que Mathieu Cornec me racontait sur l'INSEE, il y a des gens très compétents, mais cette donnée, elle a un avantage, c'est qu'elle ne vient pas d'économistes qui travaillent, ou de statisticiens qui travaillent à l'INSEE, elle vient de gens qui vivent la vraie économie, elle vient des joueurs du jeu. Et donc, c'est quand même une information valable d'avoir des données sur l'économie qui ne viennent pas d'économistes. C'est un truc important. 3-4 minutes, il reste? D'accord, ok, j'accélère un petit peu alors. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, bon, Mathieu a pas mal joué avec ces données sur lesquelles l'INSEE faisait des modèles absolument monstrueusement gros. Et ils se sont rendus compte, effectivement, qu'il y avait un moyen de synthétiser cet indicateur, toutes les données venant de ces enquêtes-là, ici et ici, en un indicateur de dimension 1, qu'il a appelé le climat des affaires, et qu'essentiellement, il y avait un espèce de modèle autorégressif à 2 pas, quoi, qui prédisait assez bien. Vous savez, il a publié ça dans une petite conf. Ce qui était assez intéressant, c'est que, alors, c'est a posteriori, bien sûr, mais avec un modèle aussi simple, mais des données aussi riches, il arrivait à reconstruire la prédiction des meilleurs modèles de l'INSEE. Bon, je vous montre ici ce qui se passe. Je termine en racontant l'histoire, j'espère que je ne vais pas dépasser 4 minutes, mais en rouge, c'est la prédiction qui avait été faite pour cette date-là, et en noir, c'est la réalité. C'est sur la période 2000-2012, et on voit en fait que, grosso modo, la courbe rouge épouse quand même vachement bien la courbe noire, sauf ici, là où il y a un gap monstrueux de 1 point de croissance qui correspond à la crise de 2008. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'INSEE a utilisé le modèle, mais qui faisait à peu près comme celui de Mathieu Cornec, ici, et ils ont eu un gap ici, comme ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que si on regarde, ici, là, la courbe rouge, elle remonte, mais elle passe au-dessous de la courbe noire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'INSEE a dit, bon, bah, en fait, les enquêtes de conjoncture sont complètement pourries, ça ne sert plus à rien de croire ces données-là, on s'est trompé, on a été la risée de la presse, donc on va plutôt répondre de façon un peu pifométrique, et moralité, la fois d'après, où à nouveau la courbe rouge recommençait à avoir raison, et ben en fait, ils l'ont pas suivi, eux, et ils sont restés vraiment au-dessous. C'est-à-dire que là, par contre, le modèle de Mathieu Cornec remonte, et l'INSEE avait fait un point qui était ici. Donc, à ce moment-là, ils sont arrivés à la conclusion qui était les enquêtes de conjoncture, parfois il faut les croire, parfois il ne faut pas les croire, mais quand est-ce qu'il faut les croire? Nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est de dire, en fait, la courbe qui est obtenue ici, là, avec l'agrégation à poids exponentiel, sur les modèles précédents, là, alors sur le modèle précédent, l'agrégation à poids exponentiel sur toutes les valeurs de alpha, bêta, gamma, delta, essentiellement. Ce qui s'est passé là, c'est que on peut pas... elle a été apprise ici avec la perte valeur absolue, on aurait pu mettre la perte quadratique, mais il n'y a pas d'intervalle de confiance. Simplement, si vous avez fait des stats, vous savez que la perte à valeur absolue, comme ça, en fait, elle va trouver la médiane de la loi de ce qui est à venir, et que si on veut trouver des bornes d'intervalle de confiance, c'est-à-dire des quantiles, on peut utiliser la fonction de perte quantile. La fonction de perte quantile, c'est juste une transformation de la fonction valeur absolue, mais au lieu de l'avoir comme ça, on la penche un peu d'un côté ou de l'autre, et en fait, il s'avère que le minimiseur donne des bornes d'intervalle de confiance. Alors, vous ne voyez peut-être pas grand-chose, il y a une petite courbe verte, là, ici, vous la voyez? Un peu. C'est la borne supérieure d'un intervalle de confiance, à 95%. Celle en rouge, c'est la borne inférieure.
Alors, ce qui n'est pas très satisfaisant pour le moment avec cette méthodologie, c'est qu'il y a quand même un intervalle de confiance qui est ultra grand et qui n'est pas très réaliste. Mais il y a quand même une chose qui est à noter. C'est que là, on n'a pas triché, on n'a pas utilisé d'informations qu'on n'avait pas a posteriori, etc. C'est juste en utilisant les données passées. On se rend compte que la courbe noire, elle est bien comprise toujours entre la courbe rouge et la courbe verte, qui, elle, d'ailleurs, en gros, est à peu près constante à 1%. C'est pas très encourageant, ça veut dire qu'il y a une règle universelle sur la croissance en France, c'est que sur un trimestre, elle ne peut pas dépasser 1%. Bon, c'est un peu triste. Mais il n'y a pas trop de variabilité sur le sup. Par contre, il y en a une sur l'inf. On la capte ici. Et on la capte aussi ici. Alors certes, la courbe noire, elle est très collée près du minimum, mais elle tombe dans l'intervalle de confiance. Et ça veut dire une chose ici. Ici, l'intervalle de confiance, il a quelle taille? Il a une taille 2 ou 3%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédiction. Mais ça veut dire qu'en fait, l'INSEE aurait pu rester sur son modèle, mais dire, finalement, le modèle nous dit, d'habitude, je suis bon et je prédis bien, et il nous dit que cette fois-ci, il ne prédit pas du tout ce qui va se passer, parce que ce qui va se passer est très atypique et n'a pas été observé. Donc il y avait quand même une leçon à tirer de ça, qui était que le modèle, mais entraîné avec la fonction de perte quantile, détectait lui-même qu'il était dans un cas où on ne savait pas ce qui allait se passer. Et ici, il aurait vu que tout rentrait dans la normale. À peu près. Ça a pris quelques années pour certains pays, mais c'était à peu près rentré dans la normale. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui se justifie théoriquement, qui n'est pas forcément très efficace en termes de taille de l'intervalle de confiance ici, mais c'est aussi parce qu'on avait un historique de données assez faible. Alors je termine juste en mentionnant qu'il y a une autre méthode qui est apparue récemment. Alors ça, c'est les deux co-auteurs, Mathieu Cornette et Xiao Yinli, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, la soutenance de thèse d'un étudiant de Gilles Stolz et Guillaume Lecué, Raphaël Dessoir, qui propose une autre méthode. Bon, du coup, j'en parlerai pas, donc je mentionne juste qu'elle existe, et qu'elle a été appliquée en particulier pour faire des prédictions de quantité de pétrole extraite de certains puits, sur lesquels il a trouvé effectivement des intervalles de confiance qui sont réalistes et qui ont tout à fait plu aux personnes de l'Institut français du pétrole pour lesquelles il a travaillé pendant sa thèse. Et désolé d'avoir débordé, et merci à Sébastien pour l'organisation du talk.